Marc est avec nous, super. Bonjour Marc. D'abord, ravi d'être avec vous cet après-midi. On va parler d'open banking, d'open finance, d'embedded finance, enfin plein de jolis mots. On va surtout regarder de quoi il s'agit derrière. Moi, peut-être en guise d'introduction, j'ai envie de dire que ces sujets-là, finalement, ça fait une quinzaine d'années qu'on en parle. En tout cas, il y a une quinzaine d'années, il y a des boîtes comme Yodlee aux États-Unis, comme Sofort en Allemagne, qui se sont penchées sur l'expérience client et qui ont créé des tas de choses. Et ces tas de choses s'appuyaient sur, et s'appuient toujours d'ailleurs, sur l'usage des données financières personnelles. Depuis, on s'est mis à parler d'open banking. Et finalement, on a peut-être un petit peu perdu, avec la réglementation des SP2, le fond du sujet. Le fond du sujet, ça reste l'expérience client, même si open banking, c'est, comment dirais-je, très banking-centrique. Aujourd'hui, d'ailleurs, depuis fin 2019, alors on n'est plus banking-centrique, on est finance-centrique. C'est super parce qu'on élargit le champ, parce qu'il y a effectivement plein de choses à faire. Mais l'expérience client, dans tout ça, elle n'est plus là. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un nouveau mot qui sort, qui s'appelle l'embedded finance. Et là, on peut se dire que peut-être on va parler ou reparler des cas d'usage des données personnelles. Donc voilà, écoutez, moi j'ai envie de dire que notre objectif aujourd'hui, c'est déjà de revenir au basique. C'est déjà de parler, comment dirais-je, de ce que les clients attendent, de voir comment on peut faire ça. Et le sujet, un sujet qui me tient à cœur, c'est qu'en fait, le digital et l'économie digitale d'une manière générale, l'économie des plateformes en particulier, ont montré que finalement, les relations, c'est plus du one-to-one, c'est plus du B2B, c'est plus du B2C, c'est plus le sujet. Le sujet sont d'abord d'écosystèmes. D'ailleurs, entre parenthèses, on voit bien sur les consultations en ce moment des US, sur le partage des données personnelles. Les vrais sujets, ils se posent au niveau de l'écosystème et pas simplement au niveau de relations one-one entre une banque et des partenaires, entre un partenaire et un autre business, entre le client et ses banques, etc. etc. En tout cas, les technologies et en tout cas l'économie permet de mettre en place des sujets extrêmement complexes. Et de fait, en réfléchissant un petit peu, notamment avec beaucoup d'entre vous, avec ceux qui sont là aujourd'hui, merci d'ailleurs, je reviendrai, mais aussi avec des acteurs de la place, eh bien, on s'est rendu compte qu'il fallait absolument mettre en place des conditions de dialogue, d'échange avec l'ensemble de l'écosystème. Et l'ensemble de l'écosystème, finalement, il y a un truc génial qui s'appelle Finance Innovation ici en France, qui a été créé quand même il y a pas mal de temps, et qui permet finalement d'avoir une discussion ou des discussions avec l'ensemble des acteurs, qu'ils soient financiers ou non financiers, et qui soient tournés vers l'innovation, et l'innovation au bénéfice de tous, et en particulier des entreprises, mais surtout des individus. Donc c'est un peu de tout ça dont j'ai envie de parler, et vous verrez, il y a beaucoup de choses à dire. On reviendra en particulier sur ce qu'est le nouveau pétrole. Enfin, c'est un peu la tarte à la crème depuis quelques années. Enfin, les données personnelles qui permettent d'irriguer un petit peu tout ça, c'est le fond du sujet, mais on y reviendra. Voilà. Une fois que j'ai dit tout ça, on va essayer de lever le capot. Je vais dire 2 mots me concernant, parce que du coup, je ne me suis même pas présenté. Je suis tellement passionné par ces sujets que je ne savais même pas qui vous parle. Je m'appelle Bruno Cambounet. En fait, je suis centralien. J'ai travaillé dans plein de domaines. J'ai eu cette chance dans le spatial, là, avec Thomas Pesquet qui tourne autour de la planète régulièrement, qui nous envoie des tweets dans tous les sens. Je suis comme un poisson dans l'eau. Les telcos, les services, la supply chain, la santé. La santé, c'est un super domaine. Et puis, depuis une dizaine d'années, dans la finance. Je me suis impliqué depuis les années 2013, on va dire ça, sur l'open banking, en particulier en Angleterre, et puis ensuite plus globalement en Europe. Je suis coprésident de l'advisory board du Berlin Group, qui est un standard assez connu et très répandu en Europe en général.
Et chez Sopra Banking, eh bien écoutez, puisque c'est quand même la société qui me paye, eh bien je suis patron de la recherche sur les sujets bancaires. Voilà, et pour relever le challenge aujourd'hui, de soulever le capot encore une fois, eh bien j'ai le plaisir et même l'honneur d'accueillir nos éminents spécialistes dans différents domaines. Alors, par ordre alphabétique, vous m'en voulez pas, et là je vais lire mes notes parce que vraiment je ne veux pas me tromper. On va commencer par Alain. Alain Yenpon, si tu peux lever la main, parce que nos auditeurs là, qui voient un petit peu quand tu vas causer qui tu es. Donc Alain, c'est le directeur data et innovation chez 99 Advisory. Alain en fait accompagne depuis une vingtaine d'années des directions financières, risques et data dans leurs projets de transfo pour améliorer l'efficacité opérationnelle. Un truc intéressant, il parle du parcours collaborateur, de l'expérience client et aller chercher une meilleure valorisation du patrimoine des données de l'entreprise. Il a notamment coécrit le premier livre en français sur les enjeux et les perspectives du Data Office. Bernard Louis Roch est pionnier en Europe, hein, on peut le dire, sur les fintech et insurtech. Il a fondé le premier incubateur de fintech en Europe en 2014. C'était il y a quelques années. 4 lancements succès sur 6 créations, bravo. En 2018, il a levé un fonds de 170 millions de dollars dédié aux premières étapes de fintech insurtech, auxquelles on s'est associé d'ailleurs. Donc voilà. 11 investissements ont été réalisés à date. Il a démarré en fait comme bond trader chez HSBC et a créé et revendu ensuite une société de robotique. Alors ça, je ne le savais pas. Mais et cofondé Truffle Capital, ça je le savais. Truffle Capital a 1 milliard d'actifs sous gestion aujourd'hui, 51 investissements, dont 14 IPO et 20 sorties en M&A. Il est membre du board de Finance Innovation et de l'Axel, hein, de French Digital Economy Association, et auteur du Truffle 100 pour les software providers, dont je fais partie. C'est un des leaders de la recherche sur les éditeurs de logiciels, en tout cas le leader en France. Mentor d'ESSEC Venture, MBA de ESSEC Business School et Executive Certificate au MIT. J'espère que je n'ai rien oublié parce que c'est impressif. Mes respects. Alors toujours dans l'ordre, Fabrice Couturier. Fabrice Couturier en fait se mobilise dans le domaine de l'assurance depuis de nombreuses années pour apporter au réseau de distribution assurance des offres innovantes. Elles sont inédites sur le marché de la prévoyance et notamment en permettant de donner accès de façon simple, rapide, des contrats complexes. On y reviendra d'ailleurs, c'est un sujet vraiment important dans les écosystèmes. Expert de la distribution d'assurance omnicanal en France et à l'étranger depuis plus de 20 ans, chez GAN Assurance, GE Capital Insurance, puis BNP Paribas Assurance, Cardiff. Et puis depuis 2013, décidément en 2013-2014, il se passe plein de choses, hein. Fabrice a mis son expertise dans la création et la croissance de Digital Insure, membre du programme FinTech 120, Alumni 2020. Digital Insure opère aujourd'hui sur toute la chaîne de valeur assurance emprunteur, prévoyance individuelle et santé, avec un ADN résolument tech. Là, il va falloir que tu nous expliques un peu tout ça. Vice-président du pôle Finance Innovation, membre du comité de labellisation assurance, Fabrice s'est fortement engagé dans la dynamique collaborative entre AssureTech et FinTech. Jean-Michel. Alors là, je suis vraiment ravi d'avoir Jean-Michel Chanavas avec nous. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais tout ce qu'on fait, parce que c'est bien beau de dire open banking, c'est banking centrique, open finance, c'est finance centrique, mais ce n'est pas si évident d'avoir des consommateurs centriques. Donc en tout cas, Jean-Michel va être un petit peu notre référence aujourd'hui. Il est délégué général de Mercatel depuis septembre 2015. Auparavant, il a effectué l'essentiel de sa carrière dans la distribution, notamment au sein du groupe Galeries Lafayette. Il est membre du CCSF, du CNPS, de l'OMSP et co-préside avec Philippe Lonani le conseil consultatif commerce du groupement carte bancaire. Mercatel, en fait, c'est une fédération professionnelle qui a été créée en 1986, dont l'objet est d'appréhender l'impact des évolutions technologiques sur le commerce dans le domaine du front office et des moyens de paiement. J'ajouterais que Jean-Michel, dans les différents comités dont tu parles ici, eh bien, a la lourde tâche de porter et continue à porter justement la place et l'usage de l'open banking et maintenant de l'open finance dans
Et contribuer, hein, ça sent le vécu, ça. Marc Lanvin, donc, qui est pas en physique avec nous aujourd'hui, mais en virtuel. Donc vous voyez sur l'écran avec la jolie fleur derrière, avec 25 ans d'expérience, Marc, dans l'univers de la finance, surtout banque et assurance, particulier et professionnel, business to business, business to customer, business B2B2C. Donc les écosystèmes, en tout cas, il les connaît, il les a vus évoluer. Et Marc est le directeur général adjoint de Floa Bank, que je ne sais pas si vous étiez dans un bunker au sous-sol ces dernières semaines, vous avez loupé les publicités, mais sinon, je pense que vous savez de quoi il s'agit. Et puis, Steve, pour finir. Steve, c'est dommage, ta première lettre commence par S, c'est pour ça que tu es à la fin. Mais donc, last but not least, Steve Fogg, président cofondateur de Participe, diplômé de l'École nationale des ponts et chaussées. Steve est un ingénieur en fait financier. Et quand on est des ponts et chaussées, les deux mots sont lourds. Et qui a fait sa carrière chez HSBC et Société Générale, avant d'embrasser l'aventure entrepreneuriale en 2013, lui aussi, en cofondant Participe. Voilà, donc, voilà. Après cette longue introduction, moi, pour commencer, pour nous mettre un petit peu en jambes, si ça vous va, on s'est dit qu'on allait faire un premier point, quelques retours d'expérience, disons, sur l'open banking ou l'open en général dans la finance. Donc on va parler des marchands, dont Jean-Michel de Mercatel va nous en parler, puis Marc sur la banque, qui est justement sur les deux domaines, à la fois B2C, B2B et B2B2C. Et enfin, de la plateforme Participe avec Steve. Jean-Michel, si tu peux prendre la parole. Je crois que le micro marche, s'il ne marche pas. Mais ça marche très bien même. Oui, merci beaucoup pour cette introduction, parce que c'est vrai que c'est pas commun de donner la parole en premier à un marchand, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, celui-là, parce que là, on est open banking, open finance. Alors, ça paraît loin du commerce, tout ça. Sauf que, en fait, déjà, nous, sans même parler des clients, nous, en tant que commerçants, on adore être payés. En fait, c'est commerçants, l'encaissement, la caisse, c'est de payer, c'est en fait la reconnaissance que le client passe du statut de prospect à être client, quoi. Donc on adore ça. On est connu pour ça aussi, pour notre capacité à négocier en général, en tout cas pour la grande distribution. Et finalement, alors je ne sais pas s'il faut remercier dans quel sens Sofort ou bien l'autorité européenne qui, grâce à Sofort, a décidé de faire des API. Je ne sais pas trop dans quel sens le prendre, mais enfin, ce qui nous a fait nous rentrer dans ce sujet, c'est clairement cette possibilité qu'on nous a fait entrevoir, de proposer un nouveau moyen de paiement à nos clients avec le virement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par d'initiation de paiement, de ces nouveaux statuts qui sont prévus par la DSP2, et en particulier du statut d'initiateur de paiement. Mais en réalité, initiateur de paiement, ça ne va rien dire. Enfin, moi, je trouve ça incompréhensible. Je pense que dès qu'on dit à l'inverse, je suis commerçant, je souhaite proposer à un client de me payer par virement, on comprend tout de suite mieux de quoi il s'agit. Et parce que de ça, on tire immédiatement que pour nous, en fait, l'idée qu'on avait de ça, c'est de dire, on va proposer un nouveau moyen de paiement et on va pouvoir agir sur le parcours qui est, pour l'intégrer, ce nouveau moyen de paiement, un parcours d'achat. Voilà. Et donc c'est sur cette idée de base qu'on s'est dit, on va, en tout cas au niveau de Mercatel, on va un peu investir sur ce sujet-là, investir du temps dans un univers qui est quand même fait essentiellement des TPP, TPP à la française et des banques. Donc moi, je suis un peu un ovni là-dedans. Et alors, ce que je me suis dit au départ, en fait, mais c'est super de faire des API, pas tellement parce que ça amène de la sécurité par rapport au scrapping, qui est l'objectif tout à fait avoué de l'autorité bancaire européenne, mais surtout parce qu'on va pouvoir agir sur le parcours et on va pouvoir surtout bénéficier de standards.
En fait, moi, mon expérience de travail avec les TPP et avec les banques, c'est qu'en fait, c'est pas ça du tout. C'est qu'aujourd'hui, on est à un stade où on a une plomberie relativement peu normalisée, mais qui en fait a obligé chaque couple TPP banque à un véritable projet complexe de système d'information pour arriver, ne serait-ce qu'à s'échanger des informations ultra basiques. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je suis naturellement extrêmement optimiste. Bon, mais par contre, j'ai le côté très court-termiste du commerçant. Moi, je veux dire, 3 mois, c'est déjà du moyen terme pour moi. Donc là, j'ai beau me dire qu'on progresse. Hein, c'est vrai que par rapport à la phase au départ, ben, on a progressé. On a donc des API qui fonctionnent, quelqu'un qui émet, quelqu'un qui reçoit. Voilà, on arrive à peu près à proposer à certains de nos clients, dans certains cas, de payer par virement. Enfin, c'est extrêmement laborieux. Je passe comme exemple, par exemple, le fait que certains établissements bancaires, jusqu'à encore peu de temps, voulaient temporiser la création d'un bénéficiaire avec 48 heures. C'est-à-dire qu'on veut faire du virement instantané, mais il faut 2 jours pour pouvoir enregistrer le, entre guillemets, commerçant qui veut être payé. Donc, bon, bref, on est, je dirais... dans un chemin qui paraît quand même assez long et surtout qui nous a un peu éloignés de... Alors là, c'est l'autre versant de la DSP2 avec l'authentification forte notamment, que se sont complètement accaparés les banques et un peu de manière normale parce que le régulateur leur a dit c'est maintenant, c'est vous qui êtes responsable. Mais du coup, là où on avait aussi l'espérance... Et j'ai dépassé largement ma minute 30. Désolé, je parlerai moins après. Donc là où on pensait mettre la main, remettre la main sur l'expérience client, ben là, franchement, on n'y est pas. Bon, ok. Première. Alors c'est pas que ça plombe l'ambiance, mais ça met ça set the scene comme on dit en anglais. Justement, on va rebondir sur Marc qui a peut-être une autre vision, en tout cas qui a une vraie vision de l'open banking sur ce que vous avez fait. Oui, alors c'est une vision forcément complémentaire parce que je vis au quotidien ces contraintes de rapidité, d'adaptation et que pour nous, une année, c'est une semaine et qu'il faut se remettre en question en permanence parce que le monde du commerce est en perpétuelle évolution, encore plus maintenant, encore plus ces derniers moments. Le monde du commerce au sens large du commerce, des services, puisqu'on est un gros fournisseur du commerce et aussi un gros fournisseur du monde du tourisme, puisque Floa, c'est en gros, c'est le leader français des paiements fractionnés. On fait un paiement fractionné sur 3 en France. Et donc, on est depuis 2013 aussi très engagé auprès au départ des e-commerçants et maintenant du monde physique pour fournir nos solutions. Et tout est bien une question de client. Alors, client final, client B2C, on a la chance de servir à peu près 3,5 millions de clients par an sur nos solutions de paiement fractionné ou nos solutions de paiement tout court. Mais on sert aussi des marchands qui sont nos clients et qui connaissent bien mieux que nous leur activité. Et tout le travail dans la fourniture de nos API, c'est d'être en mesure de s'adapter aux singularités de chaque profession. Et on ne sert pas de la même façon une boutique SFR que d'ailleurs un client RAID qui est pourtant dans le même groupe, que quelqu'un dans le travel ou Oscaro.com. Il faut être en mesure de s'adapter. Et alors évidemment, je le dis, mais en 2013, ce n'était pas la loi du genre. Il faut être capable d'être présent 24/24, de répondre 7 jours sur 7, évidemment, et de payer à tout instant, d'être capable de répondre extrêmement rapidement parce que le client, que ce soit le client marchand ou le client final, est de plus en plus pressé. Donc, il faut répondre en moins de 200 millisecondes. C'est les standards qu'on offre. Il faut être capable d'apporter énormément de robustesse parce que pour Floa, par exemple, le Black Friday, c'est comme pour beaucoup d'entre vous, un jour, une journée importante. On fait le pic de charge et on fait 60 000 paiements fractionnés en une seule heure. Évidemment, si on saute à ce moment-là, on porte préjudice à 60 000 clients et à un nombre considérable de marchands. Donc le sujet, c'est d'être robuste, d'être là et aussi de s'adapter à nos clients que sont nos partenaires commerçants qui eux-mêmes connaissent le mieux leurs clients. C'est-à-dire que le contexte d'achat
d'un client sur oscaro.com n'est pas du tout le même que celui qui va en boutique. Il faut être capable de financer à l'expédition, à la commande, d'être capable de financer des paniers avec des expéditions fractionnées, d'être capable de déclencher de l'expédition du buy now, pay later, et donc de s'adapter à nos clients B2B et B2C. Et tout le sujet, comme tu l'as introduit, c'est vraiment de l'open banking, selon nous, c'est de s'adapter le plus près possible des demandes des clients B2C et B2B. Merci Marc. Steve, à toi d'enchaîner, tu vois un petit peu tout ça, donc je suis sûr que tu as plein de trucs à dire. Oui, tout à fait. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce marché de l'open banking a été un réel accélérateur de croissance parce que certains chiffres aujourd'hui estiment à 2026 le montant généré par les services financiers ouverts à environ 45 milliards de dollars. Donc, on se rend bien compte que c'est un véritable accélérateur de croissance et un véritable levier de business. Maintenant, lorsqu'on essaie d'analyser un petit peu les impacts de l'open banking sur l'industrie en général, on peut identifier trois niveaux qui ont été réellement impactés, trois axes principaux. Le premier, c'est l'innovation produit. On parlait tout à l'heure de cette approche un peu customer-centric. Donc avec l'open banking, en s'appuyant sur la donnée, on peut proposer un produit qui va mieux correspondre au profil du client ou même avoir des produits un petit peu plus compétitifs qui vont s'adapter ou dont la tarification peut s'adapter un petit peu à l'usage du client comme on peut le voir dans l'assurance. Donc on se rend compte que ça a vraiment démultiplié les opportunités d'innovation produit. Le deuxième axe, c'est l'axe distribution. Okay, donc, on le dit tous, et Bruno, tu l'as bien dit en introduction, le futur de la banque va être ouvert. Donc, on sait, avec l'open banking, on a vu une accélération de ces concepts d'omnicanalité, donc avec la possibilité de pouvoir souscrire sur plusieurs canaux de distribution. Et également, on a vu un énorme développement de la distribution intermédiaire. Donc je pense que les taux de croissance sont environ de 27% par an, avec l'émergence d'acteurs qu'on n'attendait pas du tout, qui sont des acteurs non spécialisés. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, si le client final doit consommer du service financier n'importe où, à n'importe quelle heure, à tout moment, on se rend très vite compte qu'il ne consommera pas le service financier dans la banque. Et donc, il faut qu'il puisse s'appuyer sur des marchands, sur des plateformes, sur des sites Internet pour pouvoir avoir accès à ce service financier et pouvoir le distribuer. Et enfin, pouvoir le consommer. Et enfin, le dernier axe, c'est l'axe business model, où la banque commence à intégrer un petit peu ces logiques de place de marché pour pouvoir toucher le maximum de monde et hésite un petit peu entre des modèles de banque à ce service pour pouvoir valoriser, on va dire, des services qu'elle pourrait proposer ou dans des logiques de banque à ce plateforme pour pouvoir proposer de l'offre complémentaire qui puisse être financière ou non financière. Et donc, on voit bien que tous ces impacts de l'open banking, à la fois au niveau de l'innovation, au niveau de la distribution, mais aussi au niveau des business models, tournent tous autour de la valeur ajoutée additionnelle que l'on peut apporter au client final. Merci. Écoutez, tous ces témoignages, déjà, c'est très intéressant parce qu'on sent qu'il y a un champ de progression, mais en même temps, énormément d'opportunités. Alors justement, depuis à peu près, un peu plus d'un an, nettement plus d'un an d'ailleurs, plus de 18 mois, on parle d'open finance, ça commence à faire son chemin, au moins ça élargit le champ. Eh bien, sans attendre, parlons d'assurance, justement. Fabrice, comment tu vois les choses au niveau de l'écosystème assurantiel ? Donc, bonjour à tous. Oui, nous, l'Open Assurance, on y est depuis la création de Digital Insure. On est au milieu d'un écosystème extrêmement large, que ce soit des assureurs, des banques assureurs, des institutions de prévoyance, des mutuelles,
des réassureurs et toute typologie de distributeurs, des agents généraux, des courtiers, des réseaux salariés, des réseaux bancaires, des web players. Et donc tout cela fait qu'effectivement, si l'on veut continuer à progresser sur ces marchés, sur nos marchés, qui sont l'assurance des crédits, la prévoyance individuelle. Dans la prévoyance individuelle, on met homme-clé, contrat associé, prévoyance familiale, droit de succession et prévoyance du TNS. Et puis maintenant, depuis quelques mois, sur la santé individuelle. Si on veut progresser sur ces marchés, l'APIisation, les API, les web services sont juste clés et stratégiques. Cela veut dire qu'il faut être en mesure, si on veut être un acteur un peu global en termes de distribution, parce qu'après on reviendra sur l'expertise et la spécialisation. En termes de distribution, si on veut être un acteur global, il faut être en mesure de pouvoir se brancher avec tout type de partenaires, que ce soit des partenaires qui ont déjà des briques dans la chaîne de valeur ou des partenaires qui n'ont absolument rien. Des partenaires experts, des partenaires non experts. Il faut être en mesure de pouvoir apporter le service qu'ils attendent pour qu'ils puissent eux-mêmes être en mesure de toucher le client au bon moment. Parce que là aussi, effectivement, l'avantage des nouveaux outils, cela permet en fait, c'est le client qui est moteur dans l'acte. Et donc, il faut être en mesure de pouvoir toucher ce client au moment où lui, il le souhaite. Donc effectivement, c'est extrêmement complexe et cela implique expertise et technologie. Et Digital Insure est avant tout une structure tech, puisque dans les 105 collaborateurs que nous avons, on a plus d'un tiers de nos collaborateurs qui sont des informaticiens. On reviendra là-dessus. Moi, ce que je retiens, là, ce qui est intéressant dans vos propos, c'est que, en fait, l'open est vraiment tourné vers la distribution. Est-ce que tu veux ajouter un mot sur la distribution dans l'assurance, Steve? Juste un mot. Alors, sur l'assurance, c'est vrai que la distribution, c'est un enjeu majeur. Comme on l'a dit tout à l'heure, avec cette émergence d'acteurs qui sont des acteurs non spécialisés, parce qu'il faut savoir que l'intermédiation dans l'assurance datait des années 80, et au bout des années 2000, avec l'avènement du numérique, on s'est axé sur des nouveaux modes de distribution, et depuis peu, effectivement, on a vu arriver ces acteurs qui peuvent être des marchands et qui ont besoin d'associer à l'expérience client déjà existant, aux produits déjà existants, la vente de services financiers et donc de produits d'assurance pour apporter justement un bénéfice client qui soit supérieur et générer un revenu additionnel. Oui, c'est d'ailleurs là que le terme Embedded Finance prend tout son sens en fait. Hein, ça c'est clair. Alors maintenant, si on bascule plutôt sous l'angle des business, tu as évoqué les business models, Steve, tout à l'heure. Moi, j'aimerais le point de vue de l'investisseur. Bernard Louis, qu'est-ce que tu en penses? L'open banking, c'est un nouveau sujet, mais en réalité, il a des racines assez anciennes. On se souvient tous des agrégateurs, les 3 Français qui ont été rachetés, Budget Insight, Linkso et Bankin, qui, à l'époque, il n'y avait pas d'API, ils étaient en scrapping. Aujourd'hui, avec la DSP2, tout ça est chamboulé. Et je dirais qu'autour de l'initiation de paiement et de l'information, AISP, PISP, on a un nouvel univers qui est en train de s'ouvrir. Donc l'open banking porte bien son nom puisqu'il ouvre des possibilités et qui plus est des possibilités ouvertes sur l'extérieur. On en a parlé. Mais je dirais qu'il y a beaucoup de nouveaux métiers qui vont se développer, à la fois sur la partie information, donc la catégorisation par exemple des dépenses. Ça c'est intéressant de savoir qu'on fait beaucoup de progrès dans ce domaine, mais ça ouvre aussi des voies sur le traitement de la data, sur l'automatisation d'autres fonctions. On peut parler KYC, etc. Et puis dans l'initiation de paiement, finalement on en a parlé, mais je crois que dans les années à venir, il va y avoir de très intéressantes évolutions, pas forcément révolution, mais évolution, tout simplement parce que le paiement devient transparent, une facilité intégrée dans les fonctionnalités. Et on peut prendre des exemples. Le request to pay, donc le fait d'avoir son paiement qui va apparaître dans une facture, c'est une réalité d'aujourd'hui.
Nous avons aussi le paiement programmé. On va programmer un paiement pour plus tard. Plus de question de paiement instantané, mais il y a le paiement instantané en lui-même. Et puis, toutes ces fonctions vont être intégrées à d'autres fonctionnalités. Et ça change aussi la distribution. Ce dont Steve parle participe justement, je ne vais pas faire de jeu de mots, mais participe de cette évolution en proposant de l'embedded finance. Il n'y a plus besoin d'être une banque ou une compagnie d'assurance ultra spécialisée pour se restreindre aux produits que l'on a, mais on peut élargir à plein de produits, et même des gens qui ne sont pas des banques, qui ne sont pas des compagnies d'assurance, peuvent se mettre à vendre de l'assurance ou de la banque. On a vu Ornicar qui avait fait une grosse levée de fonds et qui racontait qu'ils allaient faire de l'assurance. Donc voilà, des solutions de distribution. Participe fait ça. Il y a d'autres solutions qui permettent de vraiment faire de l'embedded finance. Oui, donc évolution, tu es super positif, ça fait plaisir à entendre, de sentir il y a une certaine tendance d'évolution qui est en train de naître. Et ok, on va revenir sur tous ces sujets. Il y a une thématique là qui a été évoquée, on parle de KYC, on parle des données, on parle d'agrégation de données, etc. Ben justement, la donnée, je l'ai dit en introduction, c'est le fuel de l'économie numérique. En même temps, il y a beaucoup de questionnements autour des droits de partage, de réusage des données, etc. Ce foisonnement de données, Alain, tu vois ça comment, toi, ta casquette d'expert sur ces sujets? Alors, effectivement, cette ouverture sur plusieurs, je dirais, étages de communication de données, là, Fabrice en parlait tout à l'heure avec les points de branchement, donc on a de plus en plus de points de connexion entre les différents acteurs, ce qui fait que l'information, la donnée, elle ne s'arrête pas aux frontières de l'entreprise, elle circule parfois très loin. Et cela pose évidemment la question de l'intrusivité, la question de l'intrusion dans la vie des personnes, la question également de se dire la finalité initiale pour laquelle moi, en tant que particulier, j'avais consenti à un traitement ou une activité. Je me retrouve avec quelque chose qui me revient par un autre canal, si je puis dire, sans que j'y ai été pour quelque chose. Donc, il y a aussi des acteurs comme les data brokers, les courtiers en données qui font également leur apparition dans notre paysage, qui sont plus courants dans les pays anglo-saxons. Où là, voilà, les informations sont effectivement vendues sans forcément l'accord des particuliers, même si quelques textes législatifs, notamment je pense au California Act qui est rentré en vigueur là, il y a quelques temps dans l'État de Californie, où les particuliers ont la capacité de refuser que leurs données soient vendues. Donc oui, ça pose un certain nombre de questions qui met en lumière et en avant le concept de consentement, sur lequel on va probablement reparler, hein, qui est central pour tous les sujets dont on parle là. Ouais, je pense qu'on reviendra sur l'éthique et sur la réglementation. Il y a beaucoup de choses à dire sur ces sujets-là. Comme je vois qu'on est un peu court, on a trop de choses à dire, mais ne vous inquiétez pas, on reviendra. Enfin, peut-être, vous inquiétez. Bref, un des sujets, quand on revient sur l'embedded finance, c'est finalement d'être capable d'offrir des services bien à la fois packagés, mais aussi sûrs, donc qui traitent complètement un certain nombre de choses, et puis d'avoir une variété de services. Justement, vu de la distribution dans le monde de l'assurance et eu égard à la complexité de l'écosystème depuis belle lurette, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Fabrice? Oui, ce que l'on a vu ces dernières années, c'est que finalement, et je parle de l'assurance, hein, quand on a démarré en 2013, quand on a créé la structure, et ensuite on est sorti vraiment avec notre process industrialisé en 2015, on était les premiers à le faire, et on était les premiers à intégrer des briques finalement de branchement via API. On a intégré une brique d'outils d'e-sélection médicale automatisés. On s'est branché avec nos partenaires et distributeurs et producteurs. Et on démarrait. Alors que historiquement, l'assurance a toujours été un secteur d'échange.
entre producteurs et distributeurs. Et finalement, en quelques années, 4 ou 5 ans, c'est devenu un standard de marché. C'est-à-dire que maintenant, si on veut exister dans le monde de la distribution et même de la production en assurance, puisque bien sûr les assureurs sont obligés aussi d'ouvrir leur système, finalement l'API est devenu le standard du marché. C'est-à-dire qu'on ne peut plus aujourd'hui exister si on n'est pas en connexion, et en connexion rapide, en connexion fluide, en connexion sans bug, et donc avec tous les contrôles que cela nécessite, contrôle sur la data, RGPD, contrôle sur le secret médical, bien évidemment, contrôle sur tout le devoir de conseil, toutes ces évolutions réglementaires qui sont sorties. Et donc effectivement, le monde de l'assurance s'est complètement et finalement très rapidement ouvert. Alors après, il y a des niveaux plus ou moins importants en fonction des acteurs d'ouverture de leur système, parce que cela nécessite effectivement beaucoup d'investissements. Et finalement, le dernier entré avec son système le plus ouvert et finalement le plus moderne a un avantage concurrentiel par rapport à des acteurs historiques qui ont à gérer des centaines de milliers de contrats en stock avec des vieux systèmes informatiques. Donc il y a une prime au nouvel entrant. Donc là, c'est aussi une donnée importante. Simplification, accélération des parcours de distribution, simplification des échanges de données, et bien sûr tout ça dans un contexte réglementaire sur la donnée qui est fondamental dans la banque, qui est fondamental dans la finance et qui est fondamental aussi dans l'assurance. Ok, merci Fabrice. Je voudrais revenir sur la notion de client, parce que j'ai l'impression que ça a pas mal évolué. Enfin, je me souviens de quelques mots là qu'on avait échangé avec Marc. Marc, tu as des choses à dire sur je sais sur ce qu'on connaît des clients. Enfin, je veux dire, vous avez 3 millions de clients chez Floabank. Les services qu'ils veulent. Enfin, comment tu vois ça, cette segmentation? C'est une segmentation client, situation. Enfin, comment tu vois les choses? Alors, comment je vois les choses, hein, je ne dis pas que je détiens la vérité, c'est juste l'expérience qu'on a sous une vision 360 et à travers plusieurs contextes, hein, le contexte de relation d'être partenaire à la fois de Cdiscount, qui a à peu près 20 millions de clients, d'être partenaire d'acteurs dans le tourisme, dans le loisir, dans l'automobile. En préparant ce qu'on s'était dit, c'est que ma vision, c'est que les clients, on les retrouve parfois souvent dans des contextes complètement différents et que voilà, le client, il est polymorphe, il s'attend à ce qu'on lui réponde très vite. Bien sûr qu'il y a des notions de protection des données, mais il s'attend aussi à être reconnu. Hein, il n'a pas envie de refaire 2 fois, il n'a pas envie de raconter 2 fois de suite quel est le voyage qu'il prépare, de quel aéroport il part, pour combien de jours, avec combien de personnes. Il faut que tout ça soit fluide. Moi, j'aime bien cette notion de banque invisible. Notre signature, c'est simplifier la banque pour faciliter la vie. C'est que on a des clients qui consomment nos services de façon épisodique, parfois fréquente, dans des contextes parfois complètement différents, de plus en plus sur mobile, par exemple. Enfin, le phénomène, il est extrêmement impressionnant. Hein. Si on regarde juste les 2-3 dernières années, c'est la part majeure qui est en train de représenter le mobile dans tout cet écosystème, que ce soit dans la demande de financement, dans le paiement. Et donc, voilà, ce client est polymorphe, il nous consomme quand il veut. Je pense que l'idée d'avoir des clients depuis la naissance jusqu'à leur mort et de les avoir capturés est une notion qui est en voie de disparition. Et puis, on parle beaucoup de clients, de commerce, de paiement. Donc, on est dans la consommation et on est tous un peu dans la tech. Moi, il y a un mot que j'ai découvert dans la tech, et on parle des API, c'est la consommation. Maintenant, on consomme des API. Entre nous, on dit, si tu veux, tu n'as qu'à consommer mon API. Donc, on est dans cette consommation de tech auquel je pense que les clients sont préparés. Et puis, un petit mot quand même sur cette notion de RGPD, de protection des clients. Maintenant, les clients sont avides d'être reconnus par leur propre téléphone. Et ils enragent quand leur téléphone ne les reconnaît plus avec un masque. Voilà, l'adoption s'est faite finalement extrêmement rapidement. Oui, je pense que cette question d'équilibre, on y reviendra. Je pense qu'Alain va avoir des choses à dire. Peut-être, avant de revenir sur les données, moi, ce qui me frappe, c'est que
on pourrait avoir l'impression qu'un acteur tech, en particulier nouveau, qui reconstruit tout from scratch, va pouvoir tout faire. Tu vois ça, toi, Bernard-Louis, sur le marché comment c'est vrai qu'au début d'un marché, on a toujours l'impression, une start-up ou une nouvelle société ou une nouvelle business unit a toujours l'impression de pouvoir tout faire, tout ce qui va se présenter. Mais en réalité, on est sur un champ assez vaste. Déjà, on a vu AISP, PISP, c'est l'information, l'initiation de paiement, c'est pas exactement les mêmes métiers. Et pour être concret, l'exemple de Floa, par exemple, le scoring, c'est pas la même chose, ou le KYC, c'est pas la même chose que les autres métiers. C'est déjà une spécialisation, ils le font à la volée. Si on prend, par exemple, la fidélisation, le fait d'utiliser les paiements pour proposer des offres ou des coupons adaptés et géolocalisés, c'est un autre métier qui n'a rien à voir. Ce que font, par exemple, Smart Push. Si on prend l'initiation de paiement inclus dans les factures des tas de sociétés qui sont dans le domaine des factures, de la gestion de trésorerie, vont le proposer, comme par exemple iPayDat. On a enfin des sociétés qui sont en train de développer des savoir-faire de paiement qui vont être totalement intégrés dans les softs développés par les sociétés et qui vont aller jusqu'au bout. Et puis la souscription aux produits, ce que fait la société de Steve, c'est exactement ça, permettre à une société qui n'est pas forcément équipée pour le faire, la souscription. Donc on a des métiers qui n'ont rien à voir. Rien à voir. Et si quelqu'un qui veut tout faire, il y a un moment, il va falloir faire un choix, parce qu'il ne pourra pas bien le faire, et il sera face à des gens qui auront choisi un métier, le feront bien, investiront fortement dedans, et à terme, seront forcément meilleurs. Et donc, on ne peut pas être bon partout, et je crois qu'il faut choisir son combat, et l'avantage de cette période où on est, c'est qu'il y a plein de combats à choisir, et il y a plein de secteurs. Peut-être que c'est 45 milliards de dollars le marché, mais c'est pas mal comme marché. Peut-être que ce sera plus dans 10 ans. Donc je trouve que c'est ça qui est intéressant comme opportunité. Oui, ça rejoint l'idée de se parler au sein de l'écosystème, parce que c'est qu'ensemble qu'on arrivera à faire le job. Et d'ailleurs, pas qu'en France. Il faut avoir une vision certainement plus large. Justement, vision plus large, je voudrais qu'on revienne sur les commerçants. Parce qu'on a beaucoup parlé de données financières. Il n'y a pas que ça. Enfin, il y a d'autres données. On reviendra sur les tickets de caisse plus tard. Mais là, aujourd'hui, je crois, je ne sais plus qui a dit tout à l'heure, il a parlé en France, il n'y a pas de crédit de bureau, il n'y a pas ce genre de société intermédiaire finalement qui va apporter du service finalement aux différents acteurs. Vu de ta fenêtre, du marchand, comment tu vois ça? Nous, comme le disait bien Marc tout à l'heure, c'est vieux comme le monde que pour que les gens achètent, il faut qu'ils puissent payer à leur rythme. Donc on n'invente rien. Mais c'est vrai qu'en France, on a cette caractéristique très spécifique qu'on n'a pas de fichier positif et on n'a pas de crédit de bureau. Donc on est une espèce à l'aveugle quand, d'une manière ou d'une autre, on diffère le paiement et donc on prend un risque. Je trouve que là, on a un énorme exemple d'un potentiel de création de valeur en permettant le développement des ventes pour des catégories de population où aujourd'hui, par exemple, comme on ne sait pas, on ne fait pas crédit, entre guillemets, même si ce n'est pas du crédit à la consommation au sens légal du terme. C'est une autre valeur qui est d'ailleurs de réduire le niveau de risque. C'est-à-dire que si on était capable d'avoir cette compétence par les API, d'aller chercher des données avec le consentement, bien entendu, des consommateurs, pour son bien, pour connaître l'état réel de ces comptes, d'aller voir sur ces comptes, on s'apercevrait de manière certaine qu'il y a des gens qui, indépendamment du fait qu'ils ont des revenus qui peuvent être plus ou moins aléatoires, n'auront jamais, sur lesquels il n'y aura jamais de risque. Et à l'inverse, c'est pas parce que les gens gagnent beaucoup qu'il n'y a pas de risque. Et en fait, là, cette capacité qu'on aurait à aller chercher les données dans les comptes et à les traiter de manière intelligente et immédiate en termes de risque,
un potentiel fabuleux, mais qui suppose que les différents acteurs acceptent évidemment de coopérer. C'est un peu le maître mot de tout ça, quoi. Oui, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça rejoint ce que disait Bernard Louis. Personne ne peut tout faire. Or, si on est marchand et qu'on veut pouvoir faire ce genre de choses, il faudrait se mettre à faire des choses qui ne sont pas notre métier. Tu as dit aussi, tu as reparlé un peu, j'ai senti la pique à ami Alain, sur le consentement. Tu peux nous dire quelques mots là-dessus? Tout à fait, parce que ce que disait Jean-Michel, avec cette imbrication, le fait qu'on ne puisse pas faire toutes les activités, se pose la question de se dire, le consommateur initialement donne, en tout cas le client au départ donne son accord pour, j'en reviens à ma finalité de traitement, hein, parce que je suis désolé, mais c'est quand même autour de ça qui est bâti le RGPD, avec un consentement par un particulier pour un traitement spécifique donné. Il faut que cet acte soit volontaire et explicite, donc c'est un acte positif. Et du coup, aujourd'hui, avec cette architecture ouverte où vous avez des imbrications, où vous avez des tuyaux qui se tirent là entre les différentes entreprises, va se poser est-ce qu'on met le consentement initialement au départ en disant, voilà, quand je traite avec un banquier ou avec Participe, j'autorise que derrière, toutes les interactions que Participe peut avoir de par ses activités, j'y consens également, et donc il peut le faire de manière, je dirais, juste et équilibrée, et je l'accepte. Ou alors faut-il qu'à chaque fois qu'on utilise la donnée du particulier, qui est demande de son consentement, donc que ce particulier, au travers d'une appli, puisse à chaque fois avoir et recevoir cette demande de consentement. Donc ça soulève un certain nombre de questions, et c'est vrai qu'une coopération entre tous les acteurs pourrait peut-être simplifier. J'entendais le mot simplification tout à l'heure, ça pourrait peut-être simplifier ce parcours. Il y a également des initiatives privées que je trouve très intéressantes. Et tu connais Digimi, que tu connais bien, Bruno, qui permet, alors je crois que c'est plutôt dans le monde anglo-saxon aujourd'hui, qui... alors je l'ai pas beaucoup vu en France, mais... Voilà, donc c'est dire une plateforme qui permettrait effectivement aux consommateurs, en tout cas à l'individu, de gérer ses consentements et l'utilisation de ces données par d'autres consommateurs de données ou d'utilisateurs. C'est une piste, c'est une initiative intéressante qui mériterait d'être regardée de près et d'être suivie. Voilà, moi de ma fenêtre, voilà, c'est ainsi que je vois un peu le sujet aujourd'hui autour de l'open finance en termes de l'insertion de ce consentement au sein de la chaîne de valeur que nous sommes en train de regarder. Ouais. Oui, alors c'est vrai que ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans la vision de l'Europe sur la finance digitale, c'est un document d'ailleurs que je vous invite à regarder, qui a été publié par la Communauté européenne en septembre l'année passée. Le domaine des data est très important. C'est un des chapitres importants qu'il faut traiter. Alors, j'irais même au-delà. C'est carrément un data package qui va submerger l'Europe. Vous allez avoir un Data Governance Act, il va y avoir un Data Act. Tout ça pour effectivement créer un marché unique de la donnée en Europe, de confiance, bien sûr, parce que le maître mot, ça va être ça. C'est-à-dire l'Europe aujourd'hui veut se démarquer et avoir la possibilité de donner à tous ses citoyens, de partager des données à l'intérieur de l'Union européenne. En gros, c'est deux objectifs à atteindre. Élargir, étendre, faire circuler cette information au-delà des entreprises et des organismes publics pour, derrière, on parlait d'innovation tout à l'heure, générer des nouveaux services, des nouveaux usages, mais aussi servir les citoyens. Donc, je m'arrête là parce qu'on dépasse un peu l'open banking. Non, mais c'est quelque chose d'assez... C'est voilà. clé. Et c'est clé, il n'y a pas que l'Europe qui s'y intéresse. Les US, il y a encore des consultations en cours sur ces sujets-là. On pourrait parler de l'Australie. Voilà, on va pas trop ouvrir. Mais c'est un vrai sujet et c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que le régulateur s'est aussi emparé de ces sujets-là, que l'on voit être quand même clé sur les sujets dont on parle. Alors peut-être très rapidement, comment dirais-je, si on veut regarder
les conditions pour être prêt à ces sujets-là, hein, chacun deux mots, quoi. Marc, Steve, Fabrice, et puis peut-être aussi Bernard Louis sur les conditions d'une approche. Là, qu'est-ce que vous diriez? Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui avec les technologies, les business models, capacités d'investissement, etc., et puis la maturité d'une certaine manière du marché à faire des choses? Qui commence? Marc? Ah oui, moi je pense qu'on est plus que prêt. Voilà, il faut avoir effectivement, pour reboucler sur le début de la conversation, il faut penser aux Français, aux clients, aux utilisateurs. C'est ça la clé, hein. Je suis désolé, mais je brûlais d'envie de reparler de ce sujet de RGPD et d'anonymat du client. Voilà. On le sait tous, dans nos hypermarchés, dans nos supermarchés, ben, on avait tendance à remettre, ou dans les restaurants, à remettre notre carte bancaire avec notre nom et notre prénom dessus, hein. Et d'ailleurs, les bonnes serveuses, elles savaient dire « Ah, Marc », au bout d'un certain temps, elles connaissaient notre prénom parce qu'on lui donnait de facto accès à notre qualification personnelle. Et c'est Apple qui a vendu avec son Apple Pay. Il disait, mais non, vous n'êtes pas obligé de donner votre nom et votre prénom quand vous passez en caisse. Donc, finalement, on prend quand même des leçons des GAFA, pour pas dire du mal, en matière de protection de données. Ça, c'est dit. Et c'est pour ça qu'à mon avis, oui, on est prêt techniquement, on est prêt mentalement, on le voit bien, on a plein d'initiatives, ça foisonne. Et à mon avis, le sujet, on en parle là en sous-jacent, c'est la réglementation. C'est-à-dire qu'il faut qu'on suive la réglementation, il faut qu'on agisse dans un contexte réglementé, et que ça ne soit pas la foire dans le poigne, et qu'on ne fasse pas n'importe quoi avec ses clients, ses data. Et il faut qu'on suive la réglementation, et il faut aussi que la réglementation suive ce qu'elle fait, parce qu'elle évolue, vous le savez tous, très très régulièrement, et ça devient un exercice passionnant de suivre cette réglementation et d'être toujours au fait de celle-ci. Voilà, moi, le sujet, il est là. Parce que notre monde réglementaire s'accélère de facto. Steve, tu veux dire un mot? Parce que vu comme la distribution, embarquer des services financiers, ça veut dire être capable de les distribuer. Tu te retrouves un peu intermédiaire et participe. Enfin, qu'est-ce que tu dirais? Alors, il y a vraiment deux facteurs clés de succès. Le premier facteur, c'est le facteur humain. On l'a un petit peu abordé. Donc, comme toute transition, il y a toujours des réticences, à la fois vis-à-vis des acteurs qui ont peur peut-être pour leurs emplois, pour la transformation de leur métier, mais également un effort d'éducation à faire vis-à-vis du client final. Et là, on se rend bien compte que la crise de la Covid-19 nous a vachement aidé sur ce point-là, en permettant justement de sécuriser un petit peu ce facteur humain. Le deuxième facteur, c'est le facteur technologique. Alors, on a parlé des API, on a parlé des difficultés d'interopérabilité entre les systèmes, mais ça suffit pas les API. On l'a bien vu. Il y a une notion de métier. Lorsque vous êtes distributeur, votre métier, c'est de vendre des produits, de commercialiser et pas d'intégrer des API. Et donc, une fois qu'on a fait ce constat, on se rend bien compte de l'importance d'avoir des solutions qui puissent être intégrées nativement et sans développement informatique. D'où l'émergence de l'embedded finance, donc permettant à n'importe quel tiers de pouvoir, même si son métier c'est pas d'intégrer des API, d'avoir des frameworks, un petit peu de souscription qui puissent être intégrés dans les parcours clients existants pour pouvoir proposer donc du service financier. Et en plus de cela, il y a tout le défi de l'harmonisation donc entre les différents systèmes d'information, tout en prenant en compte les contraintes de sécurité de tout un chacun. Donc, si on arrive à sécuriser ces deux points-là, je pense qu'on verra effectivement une accélération assez forte sur ce marché. Moi, Fabrice, sur les modèles, parce que c'est éminemment complexe tout ce que tu nous as raconté, comment tu arrives à faire le grand écart? Ouais, deux idées. La première, c'est qu'effectivement, comme le dit Marc, la réglementation doit continuer à évoluer. Hein. C'est important, et notamment sur les données. Moi, je donne un exemple. Hein. Demain, je pourrais, comme j'ai accès au compte bancaire, je pourrais tirer des règles sur finalement la meilleure manière de tarifer ou de pricer un risque médical.
Je peux le faire aussi si j'ai la consommation médicale, d'accord ? Donc voilà. Et ça apportera un vrai plus pour la consommation d'assurance. Et la deuxième idée, c'est finalement de dire, au niveau techno, tout est tellement plus simple que finalement, aujourd'hui, je peux construire les contrats les plus compliqués avec les modèles de tarification les plus compliqués. Je les intègre dans les outils et derrière, je rends extrêmement simple pour le partenaire distributeur et pour son client la souscription. Et donc, finalement, je vais dans une direction où je simplifie tellement que je peux élargir la base d'assurés de manière simple et j'ouvre de nouveaux modèles économiques à mes distributeurs. Parce que mes distributeurs aujourd'hui, ils cherchent bien évidemment de pouvoir vendre leurs produits, ce sont des marchands, mais ils cherchent aussi à vendre des produits complémentaires pour améliorer leur business model. Ça rejoint le concept de la banque invisible dans un autre domaine dont Marc nous parlait tout à l'heure. Peut-être encore un mot sur les données. On en reparle, c'est vraiment au cœur du dispositif. Moi, je me souviens quand je travaillais dans le retail, le ticket de caisse. Le ticket de caisse, c'est le saint graal du distributeur, du retailer. Est-ce que, à quand l'open ticket de caisse, ça ne veut rien dire ce que je raconte, mais juste parce qu'on arrive en fin de table. Il y a déjà des gens qui y pensent, en fait, parce qu'on parle de démat du ticket, on parle d'interdiction, c'est une loi, d'interdiction d'impression systématique du ticket de caisse en 2023. Donc, il va bien falloir trouver des solutions de remplacement, parce que quand même, les gens, ils peuvent en avoir éventuellement besoin dans certains cas, de leur ticket de caisse. Donc, non, mais ça, c'est super intéressant, parce que on est un peu dans le cas de la banque à l'envers, là. Puisqu'en fait, c'est des données pour lesquelles les commerçants pensent qu'eux, ils sont propriétaires. Donc, personne ne touche aux données du ticket de caisse, évidemment pas le banquier. Et pourtant, la demande, elle est plutôt inverse, là. C'est-à-dire que si on se place d'un point de vue de consommateur, ce qui serait super, c'est que la banque, celle qui tient le compte, elle, c'est l'endroit probablement le plus naturel pour encapsuler l'ensemble des achats. Voilà. Donc aujourd'hui, on n'a pas le détail du ticket, là. On a les mouvements, sauf ceux qui sont en espèces. Bon, il va en rester quand même un peu. Mais bon, finalement, c'est la banque qui pourrait proposer un modèle. Voilà. Sauf qu'évidemment, nous, en tant que commerçants, l'idée même que les données dont on pense être propriétaire, mais en fait, c'est le consommateur qui est propriétaire de la donnée, l'idée même qu'on pourrait la fournir nous est juste insupportable. Mais il va falloir faire un gros travail de confiance, voilà, pour qu'on y arrive. Mais c'est vrai que le modèle le plus intelligent, ça serait sûrement celui-là. Alain, on rejoint les notions d'équilibre là, dont tu parlais tout à l'heure. Totalement, oui. Donc là, l'idée, c'est effectivement de trouver cet équilibre entre le partage de données dont les propriétaires sont effectivement les clients et les consommateurs, et puis une valorisation au travers de nouveaux services ou de nouveaux produits. Donc, je rejoins aussi en cela ce que disait Marc tout à l'heure. Donc, voilà, une adaptation aussi permanente à la réglementation qui elle-même évolue en fonction de ce qui arrive. Et c'est vrai que sur ce sujet de propriété de données, ça a été aussi le cas au départ avec le RGPD pour les données personnelles des clients. Là, les banques pensaient qu'elles en étaient véritablement les dépositaires. Donc voilà, il y a effectivement cette évolution se fera et je pense qu'elle pourra se faire en rassemblant l'ensemble des acteurs. C'est en se parlant qu'on y arrive. Voilà. Bon, on arrive au bout là. Je sais pas si on a droit à 2 minutes de plus. Non, ouais, ils me disent 2 minutes en hochant la tête. Donc, allez, deux mots chacun si vous avez juste quelque chose à ajouter parce que beaucoup de choses ont déjà été dites sur les conditions de succès. Moi, je voudrais dire qu'en complément de ce qui a été dit et qui me paraît très pertinent, j'appelle de mes voeux une forme de standardisation. L'Europe a un track record en matière de standardisation. On a fait le GSM, c'est quand même un succès. On échange de données aussi. Et je trouve que pour que l'open banking atteigne tout son potentiel, il faudrait qu'il y ait une sorte de partage des formats, à la fois des formats des données, mais de leur profondeur, de leur catégorisation, classification, qui permettent d'avoir une certaine homogénéité et là, de vraiment donner un énorme potentiel à cette open data et open finance européenne, sachant que cette initiative, elle est prise dans d'autres pays, puisque je crois que c'est le cas en Australie. C'est aussi le cas chez nos ex-confrères du Royaume-Uni.
qui vont peut-être nous prendre de vitesse sur ce sujet. Donc j'appelle vraiment de mes voeux cette évolution. L'un d'entre vous veut ajouter quelque chose? Au-delà de la standardisation, il y a aussi des notions de sécurité sur lesquelles il faut qu'on travaille tous. Parce que, voilà, RGPD, mais il y a de la fraude. Il ne vous a pas échappé que, voilà, peut-être le groupement le plus célèbre de hackers, il s'appelle Anonymous. Donc, il faut aussi qu'on trouve le moyen de, parce que là, il y a un champ des possibles qui est considérable, de le sécuriser pour le plus grand bienfait des vrais clients, des vrais utilisateurs, des vrais usagers. Merci. Fabrice? Oui, moi j'ai 2 mots à dire. En fait, on est dans des modèles de plus en plus ouverts qui se complexifient. Donc, 2 mots, agilité. Et ça, et c'est un des maîtres mots du commerce aujourd'hui, donc agilité. Et puis, expertise. Les chaînes de valeur se complexifient et donc il faut savoir où on est et ce qu'on veut faire et se maintenir dans cet axe-là et donc garder son expertise. Jean-Michel? Allez, moi je me lance. Coopération sans angélisme. Bravo. Je terminerai avec Vas-y. éthique et équilibre, pour moi, qui va être les maîtres mots. Super. Et ben vous voyez, les débats, ils ont été riches et sincèrement, je pense qu'on a réussi à balayer beaucoup de choses. Moi, j'ai envie de parler d'Open Finance et d'Embedded Finance comme étant l'inclusion financière au service d'une meilleure expérience de tous. Ça dépasse largement les pays et les économies en voie de développement, qui sont en général, c'est un label souvent utilisé pour ça. Je tiens vraiment à vous remercier tous pour votre participation. Je tiens à remercier également Finance Innovation d'avoir accueilli ce débat parce que vraiment c'est la bonne place, je pense, pour travailler la dynamique et tout ce qu'on a évoqué ici. D'ailleurs, j'en profite en fait pour que tout cela puisse devenir possible, de lancer un appel aux contributeurs, à ceux qui nous écoutent, ceux qui vont voir tout ça en replay. Si ça vous intéresse, avec Finance Innovation, on vient de décider de créer un groupe de travail. Donc, écoutez, je ferai en sorte que vous passiez nos coordonnées pour qu'on puisse en parler. On va lancer ça à la rentrée de septembre, certainement. Je parle sous le contrôle des yeux gros de Cyril là-bas. Voilà, en tout cas, merci encore et bravo pour avoir finalement à peu près tenu les délais. Merci.